Bonjour, je m'appelle Amel Fellah Sghrouchni. Je suis la présidente exécutive du centre AI Movement à l'université Mohammed VI Polytechnique. Alors, j'ai fait des études de mathématiques et d'informatique après mon bac, donc j'ai obtenu une maîtrise maths-info. Ensuite, j'ai fait un master, l'équivalent d'un master, ça s'appelait DEA à l'époque, diplôme d'études approfondies, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et j'ai enchaîné par une thèse, un doctorat de l'université Pierre et Marie Curie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le Pierre et Marie Curie, c'est une des trois facultés de Sorbonne Université. Ensuite, j'ai passé une habilitation, donc j'ai obtenu un poste de maître de conférence, j'ai enseigné pendant quelques années et j'ai passé ce qu'on appelle en France une habilitation à diriger les recherches qui vous permet de devenir professeur, full professeur dans les universités, donc professeur des universités. Je suis devenue professeur en 2002 à l'université Paris 10 et puis j'ai enchaîné par une mutation à l'université Pierre et Marie Curie où j'ai passé mon doctorat et donc depuis 2006 j'ai créé une équipe de recherche et j'ai dirigé aussi un département IA sciences des données, donc Big Data, pour faire simple, 120 permanents, Sorbonne Université, Pierre et Marie Curie, à Paris, jusqu'à 2020. En 2020, j'ai rejoint l'université Mohammed VI Polytechnique euh, en, pour créer ce centre d'intelligence artificielle AI Movement sur le campus de Technopolis, de l'UM6P à Technopolis, à Rabat. Alors, pourquoi l'IA? Ça, c'est la première question que vous me posez. Parce que je trouve que l'intelligence artificielle est une science qui est euh, qui est très proche de l'intimité humaine. C'est-à-dire, avec l'intelligence artificielle, on essaye de reproduire des fonctionnalités, ce qu'on appelle des processus cognitifs de l'être humain. Par exemple, lorsque vous vous présentez devant un paraphe, il vous voit. Donc on reproduit la vision et la perception. Lorsque vous parlez à un chatbot, il vous répond avec du vocal. Donc, vous êtes en train de reproduire des processus de type parler, comprendre, des processus de type parfois exprimer de l'empathie, exprimer des émotions. L'intelligence artificielle, c'est cette discipline qui, pour moi, incarne un peu l'intelligence humaine. Et donc, c'est pour cela qu'elle m'a intéressée. Venant des mathématiques, c'était très abstrait. Et puis, j'ai découvert la logique, j'ai découvert le raisonnement mathématique, et j'ai découvert le raisonnement qui est la base de l'intelligence artificielle. Et donc, lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle, en master, on avait les premiers cours, c'était des pionniers j'avais fait le master, un master commun entre l'université Pierre et Marie Curie et l'école des ponts et chaussées à Paris. On avait des pionniers, par exemple, Madame Françoise Fogelman, Soulier, qui était la première prof qui faisait les cours de réseau de neurones dans la région parisienne. Et je l'ai eu comme professeur et j'ai fait mon projet avec elle. On avait des professeurs de l'école des ponts qui enseignaient la logique, les raisonnements mathématiques, comment faire des preuves de théorèmes, etc. Dans mon doctorat, ce que moi j'ai proposé, c'était des outils pour faire de la preuve de théorèmes en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant la notion d'heuristique, de preuve, d'induction, etc. Donc tout ça pour dire que c'est une science qui est très très proche de notre raisonnement, de notre façon de voir le monde, et même on peut aller plus loin. L'intelligence artificielle va nous aider à faire de l'introspection, à comprendre tout ce que l'humain fait en termes de, on peut simuler des comportements, on peut créer des comportements, on peut reproduire des comportements. Et donc quelque part, c'est un voyage dans notre civilisation humaine qu'on va essayer de reproduire dans des machines computationnelles. Donc pour moi, c'est comprendre la notion d'intelligence, comprendre le cerveau, comment fonctionne le cerveau. Tout ça, c'est toutes ces questions-là que je me posais
quand vous êtes enfant, vous avez envie d'être intelligent. Vous allez dire, bon, comment je peux être intelligent? Commencez à vous poser la question. C'est quoi l'intelligence? Et ce genre de choses. Et je trouvais des éléments de réponse dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors certes, j'ai commencé, allez, on va dire fin des années 80, début des années 90, à travailler là-dessus. Donc ça fait quand même très longtemps. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas très connu du grand public, hein, et c'était assez tabou. Même lorsque vous allez voir des gens, vous alliez voir des gens à l'époque où moi je veux faire de l'intelligence artificielle. Ah, mais c'est quoi ça, etc. C'était pas connu. Même dans les milieux universitaires, c'était pas connu. Donc moi j'étais dans un laboratoire qui était le fief de l'intelligence artificielle en France. Dans ce laboratoire, les premiers pionniers de l'IA en France ont démarré en 1957. Et il y avait vraiment le premier Laurière qui avait écrit le livre Alice, c'est un chef-d'œuvre. C'était un des premiers livres dans le domaine de l'intelligence artificielle en France. Bien sûr, aux États-Unis, ils étaient beaucoup plus avancés. Il y avait, on va dire, 20 à 30 ans d'avance sur la France. Mais quand même, en France, il y avait des fiefs, comme Paris 6, le Laforia, qui étaient des laboratoires très pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et j'ai eu la chance de fréquenter ces laboratoires et d'y faire mes études. Et donc, par la force des choses, j'ai trouvé des réponses à des questions métaphysiques que je me posais sur les questions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'intelligence, la compréhension, la sémantique, le langage, toutes ces choses-là trouvent des réponses dans le domaine de l'intelligence artificielle et apportent aussi, nourrissent l'intelligence artificielle. Vraiment, je n'ai jamais eu de problème. Parce que, vous savez, on s'impose avec son cerveau, essentiellement. Et lorsque j'étais à l'université, bon, les étudiants et les étudiantes, on n'avait aucun souci. Lorsque j'ai commencé à faire carrière dans l'académique, ça reste quand même un milieu très ouvert, l'académique. Mes collègues professeurs hommes, ils n'avaient aucun problème avec les collègues femmes. C'est vraiment, en fait, les soucis qu'il y avait, c'était pas entre collègues. C'était que par exemple, dans votre amphi, vous aviez que 20% des filles et 80% des garçons. Donc quand j'étais en France, j'ai fait ma carrière, une bonne partie en France. À l'époque, il y avait beaucoup de lois pour pousser vers la parité. La parité dans les fonctions, la parité dans les responsabilités, la parité aussi dans les amphis, sur les bancs de l'école. Et donc, les mouvements, on n'avait pas besoin vraiment on avait surtout besoin de convaincre les filles d'aller vers ces domaines-là. Et ça, ça peut venir de la culture. C'est-à-dire, il y a certainement des cultures où on habitue les filles, on leur explique qu'il faut être jolie, qu'il faut bien travailler, mais pas trop, etc., etc. Et donc, moi, je me dis que si on arrivait à changer le mindset des mamans, on peut changer le mindset des filles. Donc, j'ai participé à plusieurs programmes pour Women Empowerment, pour mentorer des filles. Quand j'étais à Sorbonne, on avait mobilisé par exemple des collègues femmes de Capgemini, chacune s'occupait d'une fille pour du mentoring pendant 2 ans dans le master, etc. Donc, il faut multiplier les initiatives pour sensibiliser les filles. Et ce n'est pas un problème d'hommes dans l'écosystème. C'est plus une volonté des femmes à s'émanciper et aller vers ces domaines technologiques. Je dis pas que toutes les femmes doivent être technologiques, mais il faut qu'il y en ait. Si on veut prendre des décisions, si on veut avoir des boards, si on veut avoir des conseils d'administration où il y a des femmes, il faut qu'elles aillent dans ces métiers-là. Et donc, aujourd'hui, je suis très agréablement surprise de voir que à l'université Mohammed VI Polytechnique, il y a, je crois, 53 ou 54% des étudiants qui sont des filles. Donc, il y a une présence féminine. Là où ça se complique, c'est pas à l'université, c'est après. Le post-université, en fait, les filles rentrent on va dire, dans des circuits de mariage, d'enfants, etc. Et c'est là où leur carrière prend un coup. Et c'est là où peut-être il faut aider pour mettre en place les leviers
pour que les femmes ne se mettent pas en retrait pendant les 10-15 ans de leur vie familiale. C'est là où je pense où il faut vraiment faire quelque chose. Donc, il faut, par exemple, mettre en place des structures d'accueil des enfants en bas âge, il faut mettre en place des structures d'aide, etc. Mais aujourd'hui, au Maroc, on se débrouille un petit peu au cas par cas, famille par famille, mais c'est pas complètement généralisé. C'est pour ça que parfois on trouve des femmes qui font des choix de plus rester chez elles que d'aller faire une carrière très poussée. Je pense qu'il faut d'abord commencer par changer la mentalité. Expliquer aux filles qui sont jeunes, qui sont adolescentes, que leur destination, c'est pas forcément un foyer et des enfants, etc. Enfin, ça, il y a de ça, bien sûr. Il faut fonder une famille, mais il faut pas que ça soit le seul objectif de leur vie. C'est-à-dire, il faut qu'elles se projettent professionnellement. Et se projeter professionnellement, moi, je dis pas que tout le monde doit faire de la tech, hein. On peut être médecin, on peut être avocat, mais c'est pousser un peu les études autant que possible pour avoir des métiers respectables. Et surtout pour avoir de l'autonomie financière. Ça, pour moi, c'est très important. Ensuite, il faut réfléchir à à de l'aide qu'on peut apporter, c'est-à-dire lorsque vous êtes maman ou papa dans une maison, il faut se poser la question, qu'est-ce qui incombe à qui? Aujourd'hui, dans la plupart des familles, c'est la maman qui fait tout, ou c'est la femme qui fait tout. Ça doit changer. Ce n'est plus possible. Si on veut des femmes épanouies, qui travaillent et qui ont vraiment du poids dans leur travail, ben, il faut les soulager. Et les soulager, ça commence par le foyer, ça commence par l'entourage. Et aussi, il faut des structures, comme je vous ai dit, d'accueil des enfants. Par exemple, les crèches, multiplier les crèches, les écoles, l'aide ménagère. Il faut structurer la vie autour de la femme pour qu'elle puisse s'épanouir dans le milieu professionnel. Ce n'est pas possible d'avoir des femmes qui jonglent à longueur de journée entre la belle famille, les enfants, le travail, etc. Il faut, pour vraiment bien travailler, il faut avoir une certaine sérénité de l'esprit. Il faut avoir sa tête. Quand on est au travail, il faut avoir toute sa tête. Il faut pas avoir la moitié de la tête à la crèche et l'autre moitié, je sais pas quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, si on veut exceller, si on veut aller loin, si on veut faire des métiers de pointe, il faut avoir de la concentration. Donc, il faut avoir toute sa tête avec soi quand on est au travail. Donc, il faut arriver à soulager les femmes d'un certain nombre de tâches. Il faut se les répartir de manière équitable. Ou alors, il va nous arriver ce qui arrive en Occident. C'est que les femmes arrêtent de faire des enfants. Ils ont un vrai problème démographique. Pourquoi? Parce que la femme, elle dit, bon, ben, moi, je peux pas ne pas travailler. Je n'ai pas d'autonomie financière. Donc, je fais pas d'enfants. Et je pense que c'est pas l'idéal pour une société de pas avoir d'enfants. Donc, ce sont des questions très simples et très logiques qu'on peut résoudre avec un peu de bon sens et de l'intelligence collective. Pour les jeunes filles, moi, ce que je leur conseille de faire, si vous me le demandez, c'est d'abord d'être brillante à l'école, de bien travailler, de bien choisir les options qu'elles vont suivre. Je pense que si elles peuvent garder les mathématiques, ça serait vraiment bien. Il faut pas avoir peur des mathématiques. Les mathématiques, il faut les maîtriser dès le début. Parce qu'en fait, si on perd pied au départ, on s'en remet pas. C'est quelque chose d'assez incrémental, les mathématiques. Donc, il faut bien comprendre les bases. Si au début vous avez des difficultés, surtout faites-vous aider. Faites-vous aider, prenez des cours particuliers. Si c'est pas possible, allez sur Internet. Il y a des profs qui font des cours magnifiques sur YouTube. Donc
toutes les leçons de mathématiques, vous les trouverez. Et donc, essayez de ne jamais avoir de trou en mathématiques. Essayez de toujours avoir toute la construction. Parce que c'est un édifice qui s'écroule très vite si on perd les bases. Et donc, ça, c'est pour les mathématiques. Maintenant, si vous voulez faire autre chose que les mathématiques, les sciences de la médecine, sciences de la vie, de la physique, toutes ces disciplines sont très très bien. Vous pouvez bien sûr aussi faire d'autres études que les sciences. Vous pouvez faire je ne sais pas moi, des sciences humaines et sociales. Mais là où vous allez essayer d'exceller, essayer d'être les meilleurs. Parce que c'est ça qui fait que vous allez pouvoir tracer votre chemin de manière très sereine. Les études, c'est le seul moyen pour avoir par la suite la possibilité de choisir. Il faut être exigeant avec soi-même, avec les autres, pour faire un parcours de qualité.